Super. Donc, dernier, dernier round pour ces 2 jours, de travail et de réflexion autour de la coopération. On arrive, au bout, de nos travaux avec, une table ronde qui a un peu pour vocation de rassembler ce qui a été dit, de mettre en perspective et de se donner des objectifs, communs, sur cette question de la coopération, de la culture de la coopération, dans le secteur, culturel. Pour faire cela, nous avons, comme je vous l'avais dit, au début de ce colloque, demandé à, plusieurs personnes, qui travaillent, qui œuvrent à des endroits différents, donc dans une dynamique aussi un peu, pluridisciplinaire, de nous faire un rapport d'étonnement de ce qui a été dit durant ces 2 jours. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir, Pascale Boniel-Chalier, qui est directrice des études pour la Terre est ronde, également formatrice, qui a un long passé, d'ingénierie culturelle, et aussi, de coopération européenne et également un engagement, personnel et politique dans le champ de l'écologie, donc qui apporte aussi cette dimension, des transitions. Madeleine Dubois, qui est vice-présidente déléguée à la culture au conseil départemental de Haute-Loire, qui nous accueille ces 2 jours de colloque et que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui, et qui aura donc, la parole, à l'endroit de l'élu. Romain Lajarge, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et responsable scientifique de la chaire, territorialisation, donc, expert, et chercheur en sciences du territoire. Grégory Lasson, qui est directeur, de la culture au conseil départemental de Haute-Loire et qui interviendra en binôme avec, Madeleine Dubois, et Florian Olivresse, qui est, directeur des scènes croisées de Lozère, qui ont la spécificité d'être, une scène conventionnée sans lieu et qui, Florian, a toujours travaillé dans une dynamique de coopération beaucoup moins avec une approche sectorielle qu'une approche de mettre les gens en synergie et qui sûrement, nous fera un rapport sensible de ce qu'il a vécu ces 2 derniers jours. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à Pascale Boniel-Charlier. Juste vous dire que, nous avons, proposé, aux intervenants de cette table ronde, de répondre à 4 questions, que je leur ai posées. Donc, quels sont les points, les 2 points, de nous donner 2 points inspirants, 2 points qui les ont inspirés durant ces 2 jours, qui représenteraient un peu des nouvelles dynamiques qui seraient vraiment intéressantes pour la coopération culturelle et la culture de la coopération. Un point d'alerte, un point, de vigilance ou voilà, un point plus de douleur qui semble être, un endroit un peu difficile sur cette question-là qu'ils ont repéré. La troisième question, c'était 2 sujets à creuser. Est-ce qu'il y a des sujets qui semblent importants, sur lesquels il faudrait aller plus loin, qu'on a peut-être un peu effleurés ou qu'on a évoqués, mais qui mériteraient un peu d'être un peu plus, creusés? Et puis enfin, 2 pistes d'action concrètes, à proposer, qui pourront aussi servir à alimenter le rapport final, hein, de l'UCAD, puisque je vous rappelle qu'on est dans le cadre aussi d'un rapport, scientifique, d'une recherche-action et qu'on est là dans une étape intermédiaire et que ce colloque va permettre aussi, dans une dynamique de coproduction, de venir enrichir, les premiers résultats qui ont été, identifiés sur cette première phase. Voilà. Donc, Pascal, alors Pascal, toi, tu étais présente sur l'atelier, transition, puisque chacun de vous, vous avez aussi ce matin, suivi en particulier un atelier et présente toute la journée et hier également. Quel est un peu ton rapport d'étonnement à partir du schéma que j'ai proposé, que tu souhaites nous faire de ces 2 jours? Merci beaucoup de m'avoir invitée déjà. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été, il y a quelqu'un d'autre qui a employé ce mot, vraiment très épatée, vraiment très épatée par certaines expériences qui se sont tenues,
et qui montre une capacité à créer des communautés de travail sur des projets culturels avec, en mélangeant des acteurs de différentes natures et en veillant justement à des méthodes d'intelligence collective par des formations-actions, par ce que vous avez appelé de l'interconnaissance avec beaucoup d'écoute. Et moi, ce qui m'apparaît, après toutes ces années où on a pu vouloir défendre le nouveau paradigme des droits culturels, c'est qu'on y est dedans à ce moment-là, sans forcément d'ailleurs presque pas sans le vouloir, mais en tous les cas, on y est assez naturellement, à partir de ce que certains hier ont appelé des processus normaux de l'existence. On a comme ça des habitants qui sont embarqués sur des territoires et qui deviennent aussi co-auteurs, co-autrices de certains projets culturels. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressés. Alors peut-être on a bien sûr un tri, c'est-à-dire c'est ce qui nous a été présenté depuis hier et singulier, peut-être un peu extraordinaire, etc. Dans tous les cas, on a des exemples qui rassurent sur cette capacité justement à faire à se situer dans ce qu'on appelle des politiques de la reconnaissance, pour citer Axel Honneth, qui sont quand même la base, ces politiques de la reconnaissance des droits culturels. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressée avec du décloisonnement intersectoriel. Et puis finalement, moi, je trouve que dans ce que vous avez dit depuis hier, on situe plutôt bien la place des artistes ou des designers. C'est-à-dire on a souvent dépassé cette vision romantique de l'artiste pour, sans tomber non plus dans un utilitarisme des artistes et en leur donnant, en leur faisant confiance et en travaillant avec eux de manière assez horizontale et avec d'autres. Alors, c'est tout ce que vous avez pu dire sur expérimentation, droit à l'erreur. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez présenté aussi en début d'après-midi. Il semble que quand même l'échelle intercommunale, qui peut en plus faire appel à l'échelle communale, est une échelle de territoire très adaptée à ce type d'expérimentation. Ça, c'est pour les choses, j'ai envie de dire, qui me semblent réussies, positives, qui donnent envie de continuer. Alors, sur les points plutôt d'alerte, on identifie qu'il y a besoin d'accompagnement, de facilitation, et alors on voit qu'il y a des outillages possibles, tout le monde ne les maîtrise pas de la même façon, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Moi, après, il me semble qu'il faut faire très attention. On a connu ça dans d'autres secteurs, par exemple la politique de la ville, où pour gérer ces complexités, on a mis en place des missions, des interfaces, etc., avec des dangers de déléguer des choses, de finalement mettre spécialiser sur des ingénieries culturelles et finalement perdre en chemin les habitants, perdre en chemin les élus. Enfin, il faut faire attention à ces dispositifs d'accompagnement quand ils sont agiles, quand ils sont ponctuels, et qui permettent justement de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire à partir des services des collectivités territoriales. C'est super, mais il faut faire attention de ne pas se rescléroser sur des interfaces qui, du coup, permettraient de contourner les gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Et en tout premier lieu, les élus. Alors, moi je n'ai pas quand même, alors on a heureusement des élus avec nous depuis hier, mais moi je les connais bien, ayant été moi-même élue pendant 19 ans d'une grande ville. Je pense qu'ils ne sont pas toujours là, je pense qu'ils même ne sont pas souvent là, qu'ils sont peu associés malgré tout. J'ai encore posé la question ce matin et qu'ils se carapatent un peu et qu'il faut aller les chercher, qu'il faut aller les former. J'entendais tout à l'heure une belle expérience d'un lab où ils ont été là, peut-être parce qu'ils sentaient qu'il y avait un enjeu là pour le coup, donc ils étaient là, mais moi je m'aperçois quand je travaille par exemple sur des conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle, qu'à un moment donné, on a comme interlocuteur des agents des collectivités territoriales et qu'on n'a pas les élus, qu'il faut tout réexpliquer après et qu'ils ne prennent pas la mesure des enjeux.
Voilà, autre point de vigilance, hein, autre alerte, c'est la question des moyens financiers. On nous demande parfois de faire dans des cadres avec peu de moyens, hein. Les contrats libre lecture, c'est super, les CTEAC, c'est super, bon, mais on arrive parfois à avoir finalement des enveloppes assez restreintes, je trouve, hein, où on nous demande de faire plutôt avec le système D et c'est un peu déséquilibré. Alors, dans les sujets qui sont peu évoqués et à creuser, moi je pense que cette question des transitions, c'est intuitif, mais qu'on n'en parle pas, on ne définit pas collectivement de quelle transition on parle. Pour ça, faut revenir aux urgences. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes selon les territoires. Il peut y avoir des urgences plutôt dans le domaine social, bien sûr sanitaire, on vient de le voir, mais des déficits démocratiques, des fractures numériques. On a la question des enfermements, hein, avec des enfermements, que ce soit en rural ou en urbain, avec des postes circulent des postes vérités, bon, comment faire sortir de cela nos concitoyens. Et puis, il y a quand même un angle mort qui est la question vraiment de l'écologie. On en a très, 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 très peu parlé. C'est-à-dire que perte de la biodiversité, prédation, changement, les effets des changements climatiques, la question des politiques énergétiques, la question des politiques de transport, de soutien à la mobilité, tout ça, ça a des prises directes sur les pratiques et les expressions culturelle des habitants, de nos concitoyens. Et il va falloir qu'il y ait moins finalement de disjonction, hein, entre toutes ces politiques menées à différentes échelles de territoire, mais notamment par les intercommunalités et les départements, et les politiques culturelles. Moi, je suis très fan, vous pouvez vous en douter, de Baptiste Morisot, hein, et qui nous dit que la crise écologique, c'est avant tout une crise de la sensibilité de notre rapport au vivant, hein. Donc, si à un moment donné on n'active pas grâce aux artistes, grâce à des lectures, grâce à des alertes, hein, voilà, la question de la crise, si on ne fait pas lire cette crise écologique, pas seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue du sensible, on ne comprendra pas les urgences que nous avons aujourd'hui. Et je crois que les artistes, eux, ils sont prêts à nous aider à faire cette lecture. Alors, évidemment, c'est facile aussi de rappeler, hein, ce prisme dans lequel on était, on l'a dénoncé hier, hein, on a longtemps été, je dirais, dans un espèce de dualisme socratique, nature-culture. Il faut qu'on en sorte, c'est scientifiquement faux, hein. J'entendais Aurélien Barraud le redire encore récemment, et tant qu'on ne sera pas sorti de ça, on ne pourra pas faire face à cette urgence écologique. Dernier point, sur les pistes d'action concrètes. On est, je crois, en train de sortir de quelque chose qui nous a tous beaucoup, enfin en tous les cas pas moi, mais beaucoup intoxiqué un certain nombre d'élus, qui était, vous savez, ce qui a été évoqué hier, hein, la fameuse mythologie CAM, hein, compétitivité, attractivité, métropole, excellence. Donc, on nous a bassiné avec ça sur la question de l'Eldorado, là, notamment dans les métropoles, et du coup, ça mettait complètement hors jeu les espaces ruraux. Donc, il faut sortir, se désintoxiquer de ça. Et aujourd'hui, il semble que les représentations évoluent. J'entendais, moi, encore récemment, une géographe du laboratoire LIST de Toulouse, Laurence Barthes, qui me disait que les représentations étaient en train quand même de s'inverser. La ville devenait quand même un peu plus l'espace difficile, parfois un peu barbare, et les campagnes devenaient des lieux de résilience, d'hospitalité, de solidarité. Donc, dans cet inversement des choses, il faut, bien sûr, ce sont des représentations, mais il est important, je crois, d'imaginer qu'on puisse reconstruire, parce qu'elles n'existent pas, des relations ville-campagne. Et je crois que les acteurs culturels, ils sont très friands de ça, de pouvoir être à la fois, hein, dans des espaces urbains, mais pouvoir aussi être dans des espaces ruraux et faire de leur ces espaces-là. Alors là, il y a là aussi une collectivité territoriale qui est insuffisamment citée dans les travaux, même si je pense que tout le monde l'a en tête, ce sont les régions. Alors, les régions ne sont pas citées pour cette question
que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, bien sûr la question de l'écologie, mais pas que, hein, mais bon, on se dit, mais les régions, on a besoin qu'à un moment donné, elles soient aussi en coopération avec les autres niveaux, pas seulement comme des endroits où on va trouver de l'argent, mais aussi des endroits de coopération. Ça se fait déjà avec des cadres que je citais tout à l'heure, hein, les contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, mais il faut que ça se fasse en plus grande coopération, en partageant plus des objectifs, des stratégies sur des territoires. Et alors là, les DRAC, je trouve, jouent un rôle assez formidable. J'ai vu qu'il y avait parmi nous hier et peut-être encore aujourd'hui Jacqueline Broll, Clotilde Depardé pour la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je trouve qu'il y a là des articulations et des coopérations qu'il faut aussi ajouter à ce niveau de coopération sur lequel vous travaillez depuis 2 jours au niveau départemental et intercommunal. Voilà un peu, j'ai peut-être Merci. été longue, excusez-moi. Écoute, non, c'est parfait, 10 minutes pile. Bravo. Incroyable, c'est rare, parce que moi d'habitude, Incroyable. je suis trop longue. Merci, merci beaucoup, Pascal. Je passe, sans commentaire, pour l'instant, la main à Romain Lajarge. Donc Romain, Oui, comment est-ce que vous avez, qu'avez-vous, retenu de ces 2 jours, à l'endroit où vous êtes, qui est plus, la science des territoires, les sciences des territoires? oui, merci de la parole, merci de l'invitation. 2 jours absolument passionnants. Je trouve que c'est une recherche-action qui dit vraiment bien son nom. Il y a vraiment un vrai mélange entre des apports scientifiques qui ont l'air d'essaimer d'une manière assez étonnante dans des réflexions sur l'action et je crois vice-versa aussi. Donc, c'est une très belle promesse pour l'avenir, pour Lucas, et pour cela aussi, bravo. Peut-être que je vais quand même rester un peu concentré sur le compte-rendu que j'avais à faire pour aujourd'hui, parce Oui, qu'il me semble qu'il y avait tellement de choses intéressantes dans ces propos que, à mon avis, ça connecte très bien avec ce qui s'est passé aussi hier. Alors, je vais partir d'une phrase de Yves Armel. Si tu ne m'en veux pas, Yves Armel, je vais te citer. Hein. Tu dis ça y est, maintenant, on sait que la logique de la fécondation doit l'emporter sur la logique de l'efficacité. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas réagir à cette proposition, d'autant plus quand Sylvia nous dit qu'il y a effectivement beaucoup d'instabilité parce qu'on travaille des choses vivantes, quand Cécile tout à l'heure nous dit qu'il faut embrasser généreusement les choses qui nous arrivent, quand Denis de la Nièvre dit qu'il faut changer nos communautés habituelles, quand Sébastien Priou-Bernard dit qu'il faut planter des graines. Bref, je crois que la métaphore y est, et si vous me permettez, je vais la filer. Je vais la filer en disant qu'effectivement, il est bien, il me semble, question de fécondation entre créateurs et public, et que c'est ça qui va produire des choses vivantes. Et la question qui était posée dans cet atelier 3, qui était comment est-ce que ces choses vivantes remontent, c'est-à-dire quelles peuvent être les alternatives finalement aux coopérations culturelles descendantes des politiques publiques habituelles, et bien voilà, je trouve que la meilleure réponse est celle-ci, c'est il y a plein de pistes montrant qu'il y a des choses vivantes qui sont en train de se féconder. Alors, à vous de choisir quelle métaphore vous filez, si c'est la métaphore végétale, animale ou humaine. J'ai l'impression que ça marche dans tous les cas. Et donc, bien sûr, à quoi elle s'oppose? C'est à l'idée que les créateurs produisent quelque chose et que les publics en dépendent. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est que les formes territoriales diverses et variées dont on a parlé sont les instances, sont les dispositifs, sont l'anthropologie finalement de la rencontre possible entre créateurs et public. Et ça, pour moi, c'est une formulation très, très forte de Lucas. Il n'y a pas que Lucas, bien sûr, mais en tout cas, c'est très fort depuis hier. Alors, les 2 idées inspirantes, la première, ça serait, si j'avais à résumer les besoins pour cette coopération culturelle ascendante qui pourrait être fertile, ou qui pourrait être plus fertile, j'en verrais 4. La première, ça serait des lieux. Il faut des lieux, c'est revenu très souvent, il faut des lieux de confort, il faut des lieux identifiés, il faut des lieux construits pour permettre cette fertilité. Deuxième chose, il faudrait des projets, c'est un soutien politique formulé dans des projets. C'est-à-dire qu'on sache quelle est la forme du soutien politique, qui est le projet. La troisième chose, c'est qu'il faut des permanences. Alors, ça se voit dans la discussion sur les moyens financiers pluriannuels, le fait que vous ayez à peu près tous réclamé, non pas nécessairement beaucoup plus d'argent, mais beaucoup plus de permanence dans la lisibilité possible des financements pour faire ça. C'est pour moi le troisième besoin potentiel. Et le quatrième, qui est pour moi aussi vraiment très clairement identifié, donc il faut le dire comme ça, c'est la confiance multipartenariale. Et moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup tourné autour du terme de coopération pour dire cela, finalement, pour dire
ce besoin de nouvelle confiance, de confiance reconstruite entre des partenaires qui vont produire la fertilisation. Hein, donc, et vous voyez bien effectivement ce dont il s'agit au fond. La deuxième idée inspirante, je la tire de Charles Lacman et de Pierre-Jean Bouillers, c'est ça, qui ont dit tous les deux à peu près la même chose avec des termes différents, mais qui sont pour moi intéressants en eux-mêmes. Ils disent la culture partout, même un petit peu de culture, mais il faut qu'il y ait de la culture partout. Donc, ce n'est pas la culture juste là où on croit qu'elle est, juste là où on l'a domiciliée, mais un peu partout. Et puis, une autre phrase, c'est il faut activer l'acteur culturel qui sommeille en chacun. Et pour moi, cette formule-là, c'est-à-dire activer quelque chose qui sommeille, c'est vraiment une figure de l'activation du vivant et qui, de mon point de vue, est aussi un peu en panne par une lecture strictement politique de ce qui se joue dans la question des politiques culturelles. Après, les deux points d'alerte ou de divergence ou potentiellement qui pourraient poser problème. Le premier, il vient d'une certaine forme d'humilité. J'ai entendu depuis hier beaucoup de bienveillance les uns envers les autres, de bienveillance vis-à-vis de ses propres positions, beaucoup de modestie dans les postures. Et finalement, vous représentez, je me permets à vous, peut-être que je me mets moi aussi un peu dedans, mais peut-être qu'ici, il y a une communauté de facilitateurs culturels, plus que de créateurs culturels ou de publics culturels. C'est bien de cela dont on parle. Et ces facilitateurs culturels doivent se faire discrets. J'ai entendu ça. On doit être discret pour notamment ne pas s'imposer à la créativité de tout un chacun. Donc c'est très lié, ces deux idées-là sont très liées. Mais cette humilité, elle a une particularité, c'est qu'elle, du coup, elle ne devient pas revendicatrice. Il n'y a pas d'insémination artificielle dans votre fertilisation croisée, telle que vous êtes en train de la penser. Donc je trouve peut-être potentiellement un peu gênant parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas un acteur politique, vous ne jouez pas dans vraiment un rôle de combat autour de ces valeurs-là qui pourtant sont, elles, les valeurs évidentes. Donc cette humilité, pour moi, elle est prise à défaut dans plein d'exemples. J'en prends juste un que j'ai entendu, qui était de Yvan Carvex, qui a expliqué comment est-ce qu'un plasticien est venu faire un PLUI. Enfin, au moment où on faisait le PLUI intercommunal, le plasticien est arrivé et il a transformé quelque chose. Il a transformé à la fois l'exercice politique, l'exercice technique et potentiellement l'exercice culturel. Et pour moi, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement utiles à documenter. Deuxième chose, point d'alerte, c'est vous référez, nous nous référons depuis hier beaucoup aux habitants, mais ils sont où les habitants? On n'arrive pas bien à savoir qui vous voulez marier avec qui vous voulez voir se fertiliser avec qui. Et que ce soit les habitants créateurs, les nouveaux habitants créateurs ou les nouveaux habitants publics. Que ceux qu'on connaît aujourd'hui, ça va, mais ceux de demain, ils sont où? On a entendu parler de boulangers, d'agriculteurs, de plombiers, enfin, voilà, on a envie de les chercher, on a envie de les trouver, on a envie de faire des catégories, et même on en fait des personas, c'est-à-dire des personnages fictifs, comme on fait dans les jeux vidéo. Donc du coup, je suis très étonné de dire pourquoi il n'y a pas un grand cri en disant « lève-toi et crée », avec cette idée que finalement, c'est déjà là, il n'y a pas à révéler, c'est déjà là. Ensuite, après, les deux sujets qui, pour moi, n'ont pas été assez évoqués. Le premier, il vient directement de celui de l'idée de faire des pas de côté, de faire des petits pas. C'est toujours aussi l'idée de l'humilité. Mais finalement, l'expression politique des petits pas, je l'ai entendue 4 fois dans les 4 sous-groupes. Et qu'est-ce que c'est que les politiques des petits pas? Ça a été inventé par Henry Kissinger au moment où il y avait la guerre du Vietnam, où il a tenté de fabriquer la paix à partir de la guerre. Et il a eu le prix Nobel en 1973 pour ça. Donc la politique des petits pas, ça marche comme expression quand on est en guerre. Mais avec qui les politiques culturelles ascendantes sont-elles en guerre? Où est la bagarre dans ce qui est en train de se passer? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, c'est le rapport de force entre la culture locale, territoriale, anthropocentrée et le reste. Donc, notamment, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur ce New Public Management et les dérives du New Public Management qui ont fait que les politiques culturelles sont devenues ce qu'elles sont, c'est-à-dire des politiques soumises à l'efficacité, soumises au rendement, soumises à la productivité, etc. etc. Donc ça, pour moi, il y a un vrai enjeu. Il faut poser la question du rapport de force. C'est nécessaire, sans être marxiste. C'est juste parce qu'à mon avis, c'est une bagarre à venir. Et puis, deuxième sujet, à mon avis, pas assez évoqué, c'est qu'on a beaucoup parlé du temps, du rapport au temps, notamment du rapport au temps long, comme si la dimension ascendante des politiques culturelles avait besoin de temps plus long que le temps politique, que le temps technique, que le temps financier. Ça, OK, on est après d'accord. Mais à contrario, je trouve qu'on n'a pas assez entendu parler du temps très rapide, du temps fulgurant, du temps de l'agilité de la réaction immédiate. Quand quelque chose se passe, est-ce que ce n'est pas le culturel qui pourrait réagir le premier pour donner du sens? Quand quelque chose se modifie en société, est-ce que finalement,
l'artiste et ses publics, hein, même le public devenant artiste, n'est pas le premier opérateur à donner du sens. Et évidemment, les situations du confinement pourraient nous permettre de passer encore au moins 10 minutes à parler de ça. Donc moi, pour moi, c'est ce rapport entre temps très très court, temps d'activité et temps d'instant, qui est peut-être une question à poser. Et puis pour terminer par le dernier chapitre que tu nous as proposé, Sylvia, hein, à savoir les pistes d'action concrètes pour Lucas. Alors moi, j'en vois vraiment une qui est aujourd'hui, là, je pense qu'il faut qu'on sorte de Lucas avec une réaction immédiate au discours d'hier soir. Il me semble que si on ne le fait pas, on serait certainement un peu fautif de la position de recherche-action dans laquelle on est, puisque finalement, on nous a dit hier, on nous a rappelé que la culture n'est pas un bien essentiel. Et moi, je pense que c'est le moment de dire que non, ce n'est pas un bien. Donc peut-être on peut considérer que ce n'est pas un bien essentiel, c'est un principe. Et c'est un principe existentiel. Alors comme chaque universitaire doit ramener au moins un auteur, un de ses auteurs, allez, moi j'y vais, Franco, Sartre, Jean-Paul Sartre nous a dit l'existence précède l'essence. On a un vrai besoin d'exister par le culturel. Et qu'on ne le considère pas comme un bien essentiel, ce n'est pas grave, mais laissez-nous exister par du culturel. Et pour moi, je trouve que ça serait pas mal de sortir d'aujourd'hui avec le colloque Lucas prend position sur cette ignominieté, ce qui est de dire, oui, refermer, enfin ne pas réouvrir les scènes culturelles et finalement fermer les initiatives culturelles est dommageable. Deuxième piste, alors là c'est vraiment pour me raccrocher à ce qu'a dit Claudie Le Breton hier, avec pour moi une très belle force, qui est de dire, oui, effectivement, il faut de la co-construction. Ces opérations-là, ascendantes, ne se feront pas sans une vraie co-construction entre tous ces acteurs très petits, de petite taille, hein, parfois non coalisés, non communalisés, non regroupés. Et puis vous, facilitateurs territoriaux, principalement territoriaux, qui vous efforcez de territorialiser finalement ces formes ascendantes et qui mettez beaucoup d'efforts pour essayer de le fabriquer dans vos institutions qui, elles, sont souvent pas assez territorialisantes ou ne prenant pas assez le principe de la territorialisation comme un principe de fécondation forte avec l'ascendant, enfin l'ascendant avec le descendant. Et pour moi, effectivement, l'idée que fabriquer de la co-construction partout, c'est aussi rendre habitable tout. Parce qu'effectivement, quand on a co-construit par du culturel du sens, de la signification, on peut habiter là où il y a de la signification. Et donc, on est dans une crise de l'habitabilité, hein. C'est comme ça un peu que je le dis, enfin, en tout cas, je pense que c'est une des hypothèses fondamentales dans lesquelles le confinement va nous installer durablement. Et vraiment, on ne peut pas imaginer que le culturel n'ait pas pleinement sa place là-dedans. Voilà. Je terminerai peut-être juste en disant qu'il manque peut-être à Lucas de travailler sur des mots d'ordre qui permettraient de mettre un peu de désordre créatif, des mots d'ordre du bas qui permettraient de mettre un peu de désordre créatif en haut. Par exemple, autour du 1% culturel, ça serait peut-être pas mal, par exemple, d'avoir du 1% culturel sur toutes les dépenses publiques, pas que sur les dépenses d'investissement de quelques bâtiments. Voilà. Merci beaucoup, Romain. C'était vraiment très intéressant. On reviendra sur quelques points tout à l'heure. Alors maintenant, je vais passer la parole à Florian Oliveres, qui m'a demandé s'il était possible de sortir du cadre, justement, de peut-être mettre un peu de désordre, Romain, dans la proposition qui avait été faite de table ronde et d'apporter peut-être un regard un peu sensible, son regard sur ce qui s'est dit et de le faire d'une manière qui lui est importée et qui nous rapproche de l'art. Romain, pardon, Florian, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Alors sensible, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer. Merci à tous, je suis très honoré, évidemment, et étonné, puisqu'il m'a été demandé de l'être, d'être à la fois parmi vous et de partager toutes ces réflexions. Elles sont riches, elles sont pertinentes, elles sont engagées, évidemment. C'est exaltant de voir pointer enfin le monde de demain en marche. Donc, à midi, là, il y a pas longtemps, à 12 heures, donc, je me suis demandé la place de mon intervention comme témoin étonné de cette petite, fragile et belle fleur dans un écosystème qui est Lucas. Donc, à midi, à 12 heures, je me suis demandé comment j'allais être pertinent au milieu de toutes ces paroles et toutes ces réflexions que vous avez eues pendant ces 2 jours. Comment ne pas parler de territoire, d'habitants, de coopération, de mutualisation, de maisons, de politique publique, de décloisement, de relier a retenu mon attention. À midi, à 12 heures, j'ai eu un questionnement
même sur ma légitimité propre à devoir intervenir cet après-midi. Et j'ai trouvé la réponse dans mon parcours et je dirais même dans mon ADN, en fait, puisque j'ai eu la chance de participer à 3 aventures professionnelles, à la Verrerie d'Alès, au Pôle national des arts du cirque, qui était donc un centre de création en coopération, en tout cas en coopération liée à la diffusion. Ensuite, j'ai eu la chance de créer une structure qui s'appelle le Silo, qui est donc là aussi en Occitanie, qui est un centre de création coopératif pour les musiques du monde. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, à la direction des scènes croisées de Lozère, qui est là aussi finalement une scène, un label de scène conventionnée d'intérêt national, dans un territoire, celui de la Lozère, le plus rural de France, 75 000 personnes, avec non pas un lieu, aucun lieu, juste des bureaux, mais un travail d'itinérance sur 10 communautés de communes sur l'ensemble du territoire de la Lozère, donc une vraie coopération à la fois de diffusion, de création et d'action artistique. Donc, finalement, je me suis dit, effectivement, j'ai une petite addiction à la coopération, mais addiction, j'y reviendrai rapidement sur le mot addiction, puisque là même, à midi, donc à 12h, j'ai cherché mes mots au fond de moi, et peu de choses me font fondre et font en moi, puisque c'est assez glacé en ce moment. Le whisky glace d'hier soir pour avaler les nouvelles décisions incompréhensibles de notre gouvernement, ben, du coup, on va dire, m'a refroidi, glacé parce qu'il neige en ce moment même en Lozère, mais à midi, 12h précisément, un livre m'a interpellé et je voulais vous faire partager quelques moments de cette chaleur de ce livre. Ce livre, c'est Nos camarades de Muriel Massé, peut-être vous le connaissez, et j'ai adapté quelques phrases, donc chaque mot fait écho finalement à ce que j'avais prévu de vous dire dans le cadre d'un rapport d'étonnement de ces 2 jours. J'ai repris quelques phrases. Au milieu de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, un lieu-dit porte ce nom et continue à porter, malgré les destructions et les délogements, la noue. Une noue, c'est un fossé herbeux en pente douce, aménagé ou naturel, l'ancien bras-mort d'une rivière par exemple, et qui recueille les eaux, permet d'en maîtriser le ruissellement ou l'évaporation, de reconstituer des nappes souterraines et de ménager les terres. Si les abris végétales qui limitent la pollution et protègent des inondations les villages qui sont continuellement exposés depuis les campagnes de remembrement, c'est-à-dire d'industrialisation, de l'agriculture et de la dévastation écologique. Il y a toute une science des nous, même s'il n'y a pas de code cartographique pour les identifier, une science qui se transporte aujourd'hui jusque dans les villes en hydraulique alternative pour qu'on puisse se passer des tuyaux et des canalisations enterrées. On fait et on voudrait bien faire des nous au cœur des villes. Les nous, les Noé comme autant d'arches, arches d'eau vive et de pratique, où conserver non pas des choses mais des forces, ou faire monter des inquiétudes, des pensées, des combats. Les nous se souviennent des destructions et des exploitations. Elles font accueil aux luttes, rouvrant ces lits de rivières anciennes aux eaux qui tentent de revenir en cas de débordement. Ce qui découle des nous déborde. Les nous touchent au tiers paysage. Ces milieux qui émergent sans programme et vivent en marge des zones d'aménagement urbain ou d'exploitation agricole, les friches, les talus, les landes, les lisières. Ménager plutôt qu'aménager. Jardiner des possibles, prendre soin de ce qui se tente, partir de ce qui est, en faire cas, le soutenir, l'élargir, le laisser partir, le laisser rêver. Nous. Cette formule emporte, entraîne, elle a la justesse du poème infaillible. On y reçoit le nous, N-O-U-S pour le coup, comme une sorte d'appel. Oui, faisons-le. Nouons, accomplissons des nous, nouons encore
imaginons d'autres façons d'être à plusieurs, de se lier, de se toucher, d'être plus juste, de se frôler. On n'y entend que dans les mots « nous » quelque chose, mais qui et quoi au juste, ce « nous » doit se nouer. Et pourtant, donc, aussi bien se dénouer. On se dit que « nous » est une affaire de lien, d'attachement, de mêlement, d'interdépendance et d'arrachement, plutôt que d'apprendre ou d'identification. On devine que penser et éprouver le nous, N-O-U-S, amoureux, n'est peut-être pas inutile à une pensée du commun, que le nous deux d'amour pourrait, si on l'écoute, s'élargir en collectif, s'infinir en politique. Nous, N-O-U-S, ne désigne pas une addition de sujets de l'ordre du jeu, plus du jeu, plus du jeu, mais un sujet bien collectif, dilaté autour de moi qui parle. Nous est le résultat d'un jeu qui est ouvert, déposé, au dehors, élargi. On pressent aussi dans cette formule que quelque chose peut très vite se mettre à bégayer, à s'enrayer dans un abus du nous, une hâte à s'y réchauffer, on s'y retrouve à son aise, à s'y dénombrer et à compter ses rangs, un nous très noué qui se referme alors sur nous comme un enclos et qu'on connaît très bien aujourd'hui. Cherchez les nous, N-O-U-E, les nous, N-O-U-S, les nœuds, les liens, mais aussi les déliaisons qu'il faut. Suivre la piste des nous, N-O-U-E-S. La ligne d'existence, d'espérance et de lutte qu'elles ouvrent. Suivre leurs pistes, c'est les suivre dans leurs idées, dans leurs pensées. Pas exactement la pensée qu'elles ont, ni même la pensée qu'on a d'elles, mais la pensée qu'elles sont. Laisser rêver les nous, les laisser dire leurs idées de vie, et laisser dériver, s'élargir, se répandre. Le monde porte en lui le rêve d'une chose, qu'il devienne fidèle à son rêve et à ce qui dans son rêve s'ébauche. La ferme disposition à vivre enfin autrement. Car rien, décidément, ne nous oblige à vivre comme ça. Je terminerai comme ça. Merci Florian, bonjour et merci. Je prends le relais de Sylvia en quelques instants puisque le Zoom de Sylvia a planté. On prend le relais sur la technique. Merci pour cette contribution, Florian. Je vais passer de suite la parole à Grégory Lasson et Madeleine Dubois. Peut-être revenir du coup sur le rapport d'étonnement, ce que vous avez pu suivre et vivre durant ces 2 jours derniers, ce que vous en retenez, les limites que vous avez pu constater d'un point de vue d'élus, des techniciens bien sûr, pour compléter le tour de cette table ronde. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors effectivement, je vais peut-être un peu moins lyrique et peut-être moins dans une mise en perspective que les personnes qui sont intervenues avant nous. En tout cas, sur les sujets qui ont été évoqués, en tout cas qui n'ont pas forcément été creusés, moi je me pose la question pas forcément de la place, mais du rôle de l'artiste dans la coopération. La place, elle est évidente. Le rôle, il reste peut-être à déterminer. Et le fait ce que j'aurais peut-être souhaité plus entendre, c'est la place de l'acte artistique dans la coopération. Moi, je pense qu'il ne doit pas forcément être descendant, au même titre que ce qu'on a pu évoquer sur d'autres sujets. Il y a aussi la question de la volonté politique qui, à un moment... Est-ce que la volonté politique sur la question de la coopération, elle est présente comme point de départ dans la relation département-EPCI, ou est-ce que le fait de positionner le travail en coopération devient juste le moyen de traiter un sujet? Voilà. La coopération, la volonté politique d'affirmer la coopération en tant que telle, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être creusé. L'autre point qui aussi, pour moi, mériterait d'être
travailler, développer, c'est la question de la montée en compétences du niveau intercommunal. On a évoqué tout à l'heure, il a été évoqué tout à l'heure la question de la relation avec la région, avec l'État, qui sont souvent des partenaires de la coopération dans les territoires. Et on voit bien, en tout cas en milieu rural, que la question d'une capacité d'ingénierie ou d'une capacité à être un endroit d'échange le plus partagé possible avec les autres niveaux de collectivité est un enjeu encore aujourd'hui pour le niveau intercommunal et qui est nécessaire à un moment pour être dans une logique de partage et de co-construction. Sur les points un petit peu plus… alors, on nous a demandé d'évoquer les points de douleur. Alors, je ne sais pas s'ils sont véritablement douloureux. En tout cas, moi, ils me questionnent. Du coup, ce qui me questionne, c'est la question du terme de coopération. Hier, il y a eu des allers-retours dans les interventions des universitaires entre le faire ensemble ou le faire avec. Voilà. Du coup, je m'interpelle sur ce qui est un petit peu plus qu'une nuance et finalement, qu'est-ce qu'est la coopération? Est-ce qu'on a vraiment, au-delà d'une définition vraiment posée, la capacité de dire ce qu'est la coopération dans ce qu'on a évoqué finalement depuis ces 2 jours? L'autre point qui me questionne aussi, c'est le fait que la coopération, elle s'invente par le haut. C'est-à-dire, on voit bien que on entend que, en tout cas, il a été dit que la coopération, elle s'invente aussi par le haut. En tout cas, on voit que sur le terrain, c'est pas le cas, pas forcément le cas. Ça l'est de moins en moins, en tout cas, et que c'est le cas chez nous en l'occurrence. On met en place des structures qui visent justement à être facilitatrices dans la collaboration. Je pense à des sociétés qui portent bien leur nom, des sociétés coopératives. On en monte une les acteurs en montent une en Haute-Loire et le département y est impliqué pour être vraiment dans cette logique de partage des projets. Et puis les 2 points encore qui m'ont un peu questionné, c'est j'ai ressenti aussi hier encore un peu une posture, c'est-à-dire nous, on est mieux placé que l'autre pour coopérer, on est mieux placé pour voilà. Alors si à un moment, effectivement, coopérer, c'est faire ensemble ou faire avec, si on est encore sur des postures qui dit que soit l'interco, elle va mieux pour faire que le département ou l'inverse, on a encore un petit peu de travail à cet endroit-là si, effectivement, on veut être dans un échange le plus équilibré possible. Et puis, j'ai entendu que le département, il était aussi là pour payer. C'est-à-dire que dans le niveau de coopération, on positionne le département comme un partenaire parce qu'il va amener une subvention. Je pense que c'est un stade c'est un stade qui est à dépasser, mais qui est encore présent puisque je l'ai entendu. Sur la question des idées inspirantes, moi, je trouve que mobiliser les acteurs du quotidien, en tout cas moi je les appelle comme ça, c'est-à-dire les boulangers, les pharmaciens, enfin ceux qui à un moment sont naturellement au contact des habitants et notamment de ces habitants qui sont potentiellement éloignés de la culture, en tout cas de l'action culturelle, des lieux culturels. Pour moi, c'est quelque chose qui effectivement me paraît pas forcément évident, mais en tout cas intéressant à travailler et arriver à positionner ces acteurs qui sont aussi des acteurs économiques, les positionner dans une logique de partage d'une coopération et être en capacité de les entendre, de voir ce qu'eux, ils peuvent nous amener, ça me paraît très intéressant. Découvrir l'autre par le vécu aussi, c'est comment mieux se comprendre, comment bien faire avec, comment mieux faire avec, sans utiliser l'expression « vie ma vie », en tout cas, comment être en capacité d'être à la place à un moment de l'autre, eh ben, c'est aussi un moyen, pour moi en tout cas, de mieux faire ensemble parce que de mieux comprendre là où est l'autre. Et puis la prise en compte de la vulnérabilité de chacun,
c'est aussi accepter chacun comme il est. On rejoint la question des droits culturels et ça doit aussi permettre de construire ensemble pour évoluer collectivement. Enfin, moi, ce que je garde de précieux dans les échanges, ce que j'ai envie de partager et les approches que j'ai pu ressentir, c'est par exemple le fait que la coopération, c'est un peu une histoire sans fin, parce que le principe de coopérer, c'est de construire ensemble en permanence, et que coopérer, c'est avancer, 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 construire, partager. Qu'on est dans une période où on essaye de construire des logiques de coopération. Est-ce qu'il y en a vraiment ? Eh ben, on ne sait pas. Et que la période complexe que l'on vit à travers la crise sanitaire, elle nous amène à nous réinventer en permanence. Qu'il n'y a pas de format type, par déclinaison, il n'y a pas de format type de coopération. Cette coopération, elle reste variable en fonction des réalités territoriales, et quelque part, heureusement. Cette collaboration, elle nécessite quand même une ingénierie, une capacité de méthodologie, et que là, la question de l'intelligence collective, elle est aussi présente, à mon avis, comme outil important, que la coopération, elle va plus loin que le secteur culturel, que les transformations qu'elle induit, j'ai évoqué tout à l'heure des acteurs économiques, mais que ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'on n'est pas auto-centré et que la coopération, ça dépasse le champ culturel, qu'elle doit être opportuniste, elle doit être aussi opportuniste, qu'elle doit être pragmatique, mais avec le souci de partager le sens, le pourquoi on coopère. Ça, c'est quelque chose qui est également ressorti, notamment dans les ateliers. Et puis, comment on met l'humain comme point de départ, c'est-à-dire celui qui donne le sens à toute action de coopération. Et ça rejoint peut-être un peu le souci, le début de mon propos sur la nécessité d'avoir un acte artistique qui n'est pas forcément descendant. Voilà, et puis le dernier point pour moi, qui est celui d'un petit défi que nous pose la coopération, c'est celui de la transversalité, qui est celui de la transversalité à la fois dans nos institutions, nos collectivités, et puis la transversalité entre les acteurs, entre les artistes, parce qu'à un moment, on peut peut-être se poser aussi la question de comment, peut-être plus naturellement que les collectivités ou les acteurs, la transversalité, elle existe dans les projets artistiques, mais en tout cas, coopérer sans imaginer la transversalité, ça me paraît difficile. Merci beaucoup Grégory, et désolé pour ce problème. Zoom a planté sur mon ordi, donc j'ai pas pu remercier Florian de son intervention et de cette réflexion qu'on a eue sur le nous. Je vais tout de suite passer la parole à Madeleine Dubois. Madame Dubois, vous êtes présidente. Bonjour. Et du coup, l'idée, c'était que vous interveniez aussi en écho à ce que vient de dire Grégory. Vous êtes, Oui, nous faisons un bon tandem professionnellement. Un bon tandem, voilà. Donc, je ne répéterai pas ce qu'il a dit, mais je compléterai. Et voilà. Donc, je veux d'abord remercier toutes les équipes qui ont permis cette visio avec toutes ces personnes qui sont autour de cette table. Il n'y a pas de table autour de nous, mais il y a au moins des écrans. Et je remercie particulièrement d'avoir pu organiser tout cela avec beaucoup d'efficacité. Et je suis heureuse que la Haute-Loire ait été choisie dans cette recherche Lucas. La Haute-Loire a été très, très, je dois dire presque flattée faire partie de ces départements qui ont mis en place ces formes de recherche déjà. Et c'est peut-être pour ça que Claudie Le Breton, avec son équipe, je le salue très amicalement, et a choisi la Haute-Loire. On a été très, très sensibles. Alors, je suis d'autant plus un peu contrariée parce que vous auriez pu être avec nous aujourd'hui en Haute-Loire. Il y a un petit brin de neige. Nous nous trouvons dans un bâtiment magnifique qui a été restauré par un architecte de renom,
et qui aujourd'hui accueille toute la collectivité dans la vieille ville du Puy. Si on pouvait faire un panoramique, je vous montrerai, nous avons tout le chemin de Saint-Jacques qui part à 2 pas de ma main, et puis la cathédrale qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous avez manqué tout cela, mais je pense qu'il y aura un retour de Lucas et que vous pourrez, en tout cas, on vous invite très, très chaleureusement à partager les beautés de ce département. Voilà, pour être un peu pragmatique, je voudrais rappeler que nous, la culture est au cœur de notre engagement. C'est vrai que les politiques sociales tiennent beaucoup de place dans les départements, mais nous avons voulu que la culture, et le président du département que vous avez eu hier en visio vous a rappelé combien pour nous c'était important, puisque dans un territoire rural, la culture doit s'identifier comme telle et doit être un relais entre les personnes. Et c'est pourquoi le département accompagne toutes ces politiques culturelles et les acteurs culturels autant qu'elle le peut pour leur permettre de travailler ensemble, pour leur permettre d'avoir des conditions dans le monde rural pas toujours faciles, mais d'accompagner des petits théâtres qui peuvent se créer et surtout accompagner ces troupes et ces compagnies qui sont dans le département. Je rappelle que nous avons 14 festivals que le département accompagne, en particulier, ça vous dira, le grand festival de la Chaise-Dieu, qui est à une 40aine de kilomètres d'ici et qui a une réputation nationale, voire internationale. Pour revenir, être pragmatique, nous avons une feuille de route, nous les élus du département, une feuille de route qui prendra fin à la fin, normalement, au mois de juin. Et cette feuille de route nous a déjà guidés dans nos réflexions, puisqu'il y avait c'est une feuille de route qui se veut à la fois une boussole et puis une horloge, l'horloge du temps avec la durée du mandat et la boussole qui nous permet de suivre des axes préférentiels de la collectivité. Nous avions déjà, au mois de juin 2018, innové dans la relation aux usagers et au territoire et ouvrir l'offre culturelle pour l'attractivité du territoire et de vivre ensemble. On est au cœur du sujet de Lucas aujourd'hui, puisque Grégory l'a très bien dit à l'instant, nous voulons que il y ait l'humain à travers ces politiques publiques culturelles. Alors, nous avons mis en place du moins nous avons freiné cet esprit de logique de guichet qui fait que les associations venaient nous voir régulièrement pour nous dire, voilà, on organise telle et telle manifestation. Et même quelqu'un m'avait dit un jour, vous nous devez combien? Alors, j'avais trouvé ça un peu gênant. Et on a établi donc une relation de coopération, de collaboration avec les territoires, ce qui nous a permis de travailler avec eux et que aussi, eux, au lieu de sortir, de nous présenter la énième compagnie qui fait l'énième spectacle, on leur a demandé de réfléchir à un outil qui serait beaucoup plus collaboratif, qui permettrait d'approcher la culture sous un aspect que cette logique de guichet qui nous devenait, je ne vous cache pas, assez insupportable, d'autant que les dotations des départements se trouvaient en baisse et que ça devenait très difficile de favoriser l'un, baisser l'autre, et on n'a pas voulu continuer dans cette voie. Donc, on a mis en place cette politique d'ouverture avec les territoires qui s'appelle Public en découverte et qui a rencontré, je dois dire, un certain succès sur le terrain. Ça nous Madame permet... Dubois, excusez-moi d'intervenir, mais comment est-ce que du coup ça a fait le Lucas et là, par exemple la réunion de la semaine dernière qui a eu lieu dans le cadre de Lucas, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça a fait sur votre territoire? Qu'est-ce que vous gardez en fait d'inspirant par rapport à ce qu'on s'est dit et l'expérience que vous avez vécue? Nous avons deux communautés de communes, une très rurale et une beaucoup plus urbaine qui se trouve près de la frontière Saint-Étienne, la Loire et le Rhône. Et j'ai trouvé que ces deux communautés de communes, avec des nouveaux élus, étaient tout à fait ouverts à ce qu'on leur proposait. Ils avaient aussi l'habitude, cette logique de guichet, et il y a en particulier une vice-présidente de cette communauté de communes qui l'a dit, mais moi je découvre ce qu'est la culture, je découvre ce qu'elle peut offrir à notre territoire, je découvre ce qu'on peut leur donner et comment on peut améliorer cette approche culturelle. Et je crois qu'on est tout à fait dans l'esprit de Lucas. Donc on s'est rendu compte que la coopération, c'était aussi l'écoute de l'autre, l'écoute d'un autre territoire, l'écoute d'une autre culture, mais au sens plus large du terme. Et c'est ça qui nous a beaucoup passionnés et nous a beaucoup intéressés. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont quand même alerté pendant ce débat? Il y a des points d'alerte Des points d'alerte, c'est que points à creuser. On a besoin d'une communication beaucoup plus forte sur ce qu'on fait.
La communication n'est pas assez volontaire, elle est peut-être réservée, je ne veux pas le dire, à des chercheurs, je ne sais pas du tout ce que je veux dire, parce qu'ils nous poussent à la réflexion, mais il faut être pragmatique, il faut impérativement que tout cela se traduise par des actions de terrain et qui sont indispensables pour nos populations, quelles qu'elles soient dans le département. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez des pistes d'action, des choses que vous aimeriez ces 2 jours et les expériences vous donnent des pistes les expériences, prendre en charge par le politique? Oui, elle nous incite à faire encore mieux, à faire encore plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure, encore que je ne vais pas de l'autosatisfaction, mais on a commencé bien avec cette nouvelle politique culturelle votée il y a 3 ans, on a quand même bien enclenché les choses. Et je me rends compte qu'il y a de nouveaux élus, il va y en avoir de nouveaux dans les départementales au mois de juin, et tout cela nécessite une connaissance et une appropriation des richesses et des territoires sans que finalement ceux qui sont là ont l'habitude de vivre et ne se rendent pas compte qu'on peut valoriser tout cela et faire une politique beaucoup plus transversale avec, vous avez eu quelqu'un du social ce matin qui fait partie de nos équipes, et je crois que c'est ainsi qu'il faut continuer à améliorer la meilleure connaissance du département et des territoires et des EPCI. Oui, merci beaucoup en tout cas, Madame Dubois, et merci pour l'accueil que vous nous avez fait. On regrette de ne pas avoir vu la neige chez vous, et on a vu aussi toutes vos équipes qui ont énormément contribué dans les différents ateliers durant ces 2 jours. Merci beaucoup. Alors du coup, je vous propose, peut-être vous avez aussi envie de réagir chacun d'entre vous. J'imagine que Romain, ce que vous avez entendu de Pascal, ce que vous venez d'entendre de la Haute-Loire, Florian, peut-être aussi refaire un rapide tour de table rapide, hein, mais est-ce que l'un de vous a envie de rebondir sur un des points que vous avez évoqués et qui sont très nombreux, je le rappelle, la question de l'humilité, de la stratégie des petits pas qui peut être un peu handicapant dans l'aventure, la question de la logique de fécondation, ce que vous avez dit Pascal aussi sur l'accompagnement, la facilitation. Est-ce que vous voulez réagir à tout ce que vous venez de poser sur la table? Pascal? Non? Pas tout de suite, sinon je lance le débat avec les participants. Romain? Oui, peut-être qu'il faut laisser la place aux questions si elles arrivent. Sylvia, je suis désolé. Oui, est-ce que je peux me permettre juste de réagir sur un tout petit point? Mais qui es-tu? Je suis Raphaël Besson. Donc alors, Raphaël Besson, réagis. Voilà, écoute, merci beaucoup. Non, mais c'est juste, j'ai déjà beaucoup parlé hier, mais dans tous vos propos, il y a cette question du vivant qui, à un moment donné, apparaît, réapparaît, qui me semble assez transverse aux différentes interventions, et ça me semble extrêmement intéressant, et ça fait écho en fait à toute une série de réflexions actuelles qui font du vivant le nouveau paradigme pour repenser nos sociétés. Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu à sortir d'une approche anthropocentrée dans la définition de la culture, et aussi un enjeu au fond de réencastrement, non seulement des arts dans la société, on en a parlé, dans la vie quotidienne, dans cette culture du quotidien, mais beaucoup plus fondamentalement de réencastrement de la culture dans le vivant non humain, et donc de réencastrement de la culture dans la nature. Et là, il y a, je crois, des approches extrêmement intéressantes, notamment en lien avec le développement du biomimétisme, tous les travaux que développe actuellement le CEBIOS, le Centre européen dédié au biomimétisme, qui, à mon avis, peut constituer une base d'outils extrêmement pertinente pour accompagner ces acteurs culturels finalement dans ce travail de grand réencastrement, pour reprendre les termes de Paul Yanni. Je vous conseille aussi à cet égard la lecture en fait de la revue Stream, qui s'appelle Les paradoxes du vivant. Elle me semble extrêmement intéressante, cette revue, parce qu'elle nous propose un premier travail en fait de conceptualisation autour de liens entre toutes les réflexions qui peuvent exister autour de l'anthropocène, du biomimétisme, mais aussi de l'architecture, de l'urbanisme et puis des arts. Donc, quelque part, on est bien dans notre cadre de réflexion avec le Lucas. Et dernier point, on en discutait avec Cédric Hardy au tout début de notre réflexion dans le cadre de cette recherche. Mais moi, je suis convaincu que la notion d'art vivant est totalement adaptée au sujet. C'est-à-dire qu'il faut absolument garder cette notion d'art vivant. Il y a juste à faire un travail considérable, évidemment, mais de redéfinition de ce qu'on entend et la manière dont on interprète la notion du vivant. Donc, je serais en tout cas
très modestement, pour, à un moment donné, affirmer justement cette notion d'art vivant, mais la réinventer. Et d'ailleurs, cette notion de vivant, c'est aussi, par le principe du vivant, on explique aussi que la coopération est un des seuls systèmes qui permet aux organismes de survivre. Raphaël, tu confirmes que Oui, c'est mais vraiment c'est plus aussi le… compliqué quand on regarde le bioéthique. Malheureusement, on sort souvent, en fait, enfin, les principes du vivant, on sort souvent d'une vision sacralisée du vivant et de la nature. Et en fait, on se rend compte que c'est à la fois la coopération, mais aussi la compétition. C'est les deux en même temps. On rentre donc dans Oui. la complexité dès qu'on rentre dans le vivant. Merci, Si je peux, Romain. si je peux me permettre, Raphaël, mais il ne faut surtout pas organiser un débat entre universitaires parce que ce n'est pas le lieu. En plus, on peut se reparler de ça facilement dans d'autres scènes. Mais moi, je pense qu'effectivement, le confinement et ce qu'il est en train de faire à la culture, au rapport que nous avons à la culture, ce qu'il est en train de produire comme crise sociale très profonde, certainement encore aujourd'hui impossible à mesurer, moi, me laisserait penser que s'il faut rétablir des arts vivants, c'est refaire vivre quelque chose de l'ordre de la solidarité entre les humains. Et effectivement, sans peut-être refaire les mêmes erreurs de l'anthropocentrisme d'autrefois, mais je ne crois pas qu'il faille oublier que la culture sera ou un élément de la recette pour refaire société, ou alors les jours seront sombres devant nous. Et certes, la nature est importante, mais moi je dis toujours, ça c'est vraiment un élément de cours et de prof, je fais toujours un petit élément quand on parle d'écosystème, je rappelle les théories de l'écosystème, il n'y a pas plus violent qu'un écosystème, il n'y a pas plus violent que le rapport de la nature avec la nature. Seuls les forts gagnent dans la nature, que ce soit végétal ou animal. Heureusement, les sociétés humaines sont plus solidaires, solidaristes, et au fond, l'humanisme, me semble-t-il, réclame des arts vivants, peut-être une nouvelle génération d'arts vivants, enfin une nouvelle génération de concevoir le vivant dans les arts. Merci, merci Romain pour cet apport. Je reviens sur ce que vous avez dit, Romain, tout à l'heure, sur la politique des petits pas, qui finalement n'a pas vraiment de sens quand on est dans une politique descendante. C'est ce que vous avez dit, il me semble. Alors là, j'avoue que j'aurais besoin que vous précisiez, parce que moi, j'ai plutôt l'impression moi qui travaille dans le double domaine de la culture et de l'innovation, l'impression que peut-être pas la politique de petits pas, mais les stratégies de petits pas quand même, et l'innovation un peu incrémentale nous permet quand même, par effet, par des itérations, d'améliorer ces processus, ces façons de travailler et d'avancer. Voilà. Donc, j'avoue que là-dessus, je ne vous ai pas forcément suivi. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire par là, parce que entre la politique des petits pas et la stratégie de planification quinquennale, j'avoue que, enfin, peut-être il y a un milieu, mais j'avoue ne pas avoir forcément compris ce que vous vouliez dire. Oui, ben merci alors de me donner l'occasion de développer un peu le propos, mais c'est vraiment plutôt à l'écoute des collègues depuis 2 jours, où la posture de l'humilité, comme si finalement l'acteur culturel, pas le dominant, hein, l'acteur culturel que nous représentons, c'est cette forme de culture qui n'est pas majeure, qui n'est pas première, qui n'est pas principale, qui n'est pas l'activité principale du ministère de la Culture, on va dire, dont il ne faut pas que je dise du mal de mon ministère, parce que moi je relève du ministère de la Culture, il faut que je fasse un peu gaffe avec mon employeur. Mais sur le fond, cette partie-là de la culture, elle est peut-être trop humble aujourd'hui dans le mouvement dans lequel on est en train de s'installer. Et c'est plutôt une critique de trop d'humilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'humilité, bien sûr, mais c'est peut-être, il y a peut-être plus d'envergure finalement à ce qui est en train de se passer, me semble-t-il, chez les acteurs qui ont de la marge de manœuvre. Il y en a plein aujourd'hui qui n'ont pas de marge de manœuvre pour transformer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que celui-ci, il y en a. Voilà. Alors, juste peut-être un tout petit complément, c'est de dire il faut de la bagarre. Alors, avec quoi la culture locale ou territoriale se bagarre-t-elle? Avec le monde de la distraction, la civilisation du loisir, la télé, la culture de masse, qui est une culture appauvrissante? Si c'est ça, alors il faut que ce soit clair, je pense. Et là, il ne faut pas d'humilité, il faut que ce soit frontal, il faut que ce soit assumé, parfaitement assumé. Cette culture locale de tout un chacun, de nos amis boulangers et de nos collègues agriculteurs, celle-ci, hein, qui n'est pas la leur, mais qui est mobilisée par eux et avec eux, elle a quelque chose à raconter sur le monde de demain qui vaut Hollywood. Voilà. Et moi, je trouve que ça réclame plus qu'une posture de retrait. Voilà. C'est un peu ça. Et donc, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée que la culture elle a été cornaquée par le libéralisme, par l'idée que c'est un bien qui devait s'échanger. Donc, s'il y avait beaucoup d'offreurs et peu de demande, la valeur en tête, faire ça. Il faut peut-être renverser cette table parce que c'est le moment de le faire. Et moi, je trouve que
le confinement est en train de nous raconter ça. On souffre beaucoup et on est en train de souffrir beaucoup. Enfin, le lien social souffre beaucoup de ne pas avoir assez de culture à disposition. Alors, Je merci. peux réagir merci. Non. Alors, Non, c'est terminé. juste, Bon. non, tu vas pouvoir, mais Ah, non, il bon. faut que tu me fasses signe quand tu veux réagir dans le chat, sinon parce que je ne te vois pas, je ne vous vois pas en fait. Donc, Ah, si vous bon. voulez réagir, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans le chat. Raphaël, je vais revenir à toi, mais je voudrais passer la parole à Pascal et après, je voudrais aussi poser la question à Florian, enfin que Florian rebondisse sur ce que vient de dire Romain. C'est important, Florian, vous qui travaillez dans la coopération sur le terrain à l'échelle de territoire, vous avez aussi un témoignage à apporter de cette culture qu'on fait petit à petit. Pascal. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait la même vision que Romain. Peut-être ça s'est senti et c'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il me semble que les personnes qu'on trouve sur les territoires, qu'on les trouve en milieu urbain, en milieu rural, ils sont façonnés d'une culture qui est mondialisée, qui passe par les canaux du numérique, par le canal des industries culturelles, comme d'autres cultures. Ils sont face à des lectures, à des langages et ils ont une culture qui est cosmopolite. Et voilà, et c'est en face de c'est avec eux qu'on va travailler sur les territoires et qu'ils expriment. Donc voilà, je pense pas, je continue à penser qu'on s'est enfermé, enfin je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je ne pense pas que l'opposition nature-culture permette aujourd'hui de faire face aux défis qui sont les nôtres sur les territoires urbains, ruraux. Voilà, et qu'il faut en sortir. Il faut en sortir pour pouvoir faire face à des urgences. Or, cette question des urgences, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors que la crise sanitaire a été quand même extrêmement reliée à la question des changements de la biodiversité, des changements climatiques. Et on ne peut pas faire comme si c'était la technostructure qui allait résoudre ça, alors que les habitants, ils ont envie aussi de s'en mêler. Moi, je suis actuellement en train de travailler sur un territoire, sur un village de 147 habitants dans la Drôme, qui est une ancienne station de ski, qui n'est plus une station de ski, forcément, puisqu'il n'y a plus de neige. Donc, on est en face de cette transition qui est imposée aux gens et ils ont besoin de sortir de ce désarroi-là, ils ont besoin de politiques de résilience. Et la question de travailler ensemble sur un projet culturel de territoire avec différentes dimensions qui peuvent être des dimensions scientifiques, des dimensions artistiques, des dimensions d'expression culturelle avec différentes formes, elle est d'une urgence absolue pour ce territoire. Donc, je pense que là, alors on est, et c'est pas du tout un hasard, on se retrouve face à quoi? Face à deux échelles, une échelle de l'intercommunalité, avec des communes qui sont minuscules, qui font partie de cette intercommunalité, mais qui n'ont absolument aucune capacité à intervenir seules, et heureusement aussi l'échelle départementale qui aide, qui est déjà en train d'aider pour une étude de faisabilité sur ce projet, mais ça ne sera pas suffisant. Donc, il faudra aussi coopérer avec d'autres échelles. Et pour cela, il faut que des politiques européennes et des politiques nationales permettent d'intervenir en innovation, en expérimentation et en production artistique avec les habitants. Voilà. Donc, moi, je pense que ce registre-là est exactement le bon endroit où la coopération intercommunale et départementale est efficace, parce qu'il faut parler d'efficacité. Voilà. Donc, je pense que c'est important qu'on ne limite pas cette coopération déjà très éprouvée, très expérimentée sur des intersectorialités, culture, action sociale, culture, éducation, mais il y a bien d'autres champs sur lesquels ces deux collectivités territoriales ont malgré tout un peu la main. Par exemple, les intercos sont chargés des mobilités aujourd'hui à l'échelle de leur territoire. Comment on peut saisir ça et comment ça peut s'articuler aussi avec des politiques culturelles. Ça me semble être aujourd'hui important de revenir à de pointer ça comme une... Pour Lucas, là, moi, ce que je dis, c'est en écoutant ce que vous dites depuis hier, je pense que c'est un endroit de travail
repéré et sur lequel vous avez des possibilités d'avancer. Merci, merci Pascal. Alors, je reviens sur Florian. Florian, j'aimerais beaucoup que vous réagissiez à ce qui vient de se dire. Comment est-ce que vous la faites, cette coopération à l'échelle des territoires, et est-ce que vous pouvez partager une réflexion par rapport à ça? Alors, je reviendrai sur ce qu'a dit Romain il y a quelques minutes, notamment sur le fait de la culture de masse. Et j'ai envie de dire qu'en Lozère, nous sommes la culture de masse. Ah, ah, ah. Du coup, eh bien, effectivement, la non-rentabilité de notre territoire dit hyper rural, puisqu'il y a un nouveau terme qui a été inventé par notre député du département, qui est l'hyper-ruralité. Et bien fait que la non-rentabilité forcément empêche, ou en tout cas devient avec aucun intérêt, finalement la culture de masse, si elle n'est évidemment pas apportée par les canaux de télévision, etc. qui sont, voilà. Mais en tout cas sur le terrain, réellement sur le terrain, ce qu'il y a d'intéressant dans notre territoire, encore une fois, hyper rural, c'est que la rentabilité n'existe finalement pas, même pour la culture de masse. Et donc, c'est pour ça, moi, je suis arrivé, j'ai connu le département il y a 20 ans, j'avais 19 ans, et je me rappelle que je me suis dit, arrivant d'une ville, je me suis dit, on est bien là. Alors, on est bien, ça veut dire quoi? Et il y a énormément justement de mots et d'analyses sur ce terme-là à 19 ans, de se dire on est bien dans un territoire qui justement n'a absolument très peu de trains, ni une autoroute qui passe juste en bord, en tout cas qui est enclavée. À 19 ans, dire on est bien là, c'est quand même particulier. Et donc, j'ai pu l'analyser au fur et à mesure de ces années, depuis 20 ans. Et on est bien sur plein de choses, et notamment sur c'est un mot à la mode en ce moment, mais la résilience, et la résilience des services publics notamment. Même si les services publics sont aujourd'hui au point de départ de notre département, puisqu'encore une fois, on est un peu moins que 75 000 personnes, donc ça commence à être complexe, même pour les services publics, d'être en capacité de répondre à ce service-là. En 20 ans, j'ai vu disparaître un bon nombre de services publics sur notre territoire. Et bien, même ça, voilà, nous, on est finalement garant d'un service à la population. Et ce service-là, il est très développé dans un territoire comme le nôtre. Et pour preuve, les Seines Croisées, que je dirige donc depuis 3 ans, qui existent de cette manière-là depuis 20 ans. Et je trouve, moi, j'ai connu les Seines Croisées il y a 20 ans, là aussi. Donc, je suis finalement un enfant des Seines Croisées. Et ça m'a justement donné le goût de travailler dans ce milieu, dans ce métier, et notamment dans cette structure 20 ans après. Ce que je voulais dire, c'est donc qu'il y a 20 ans, il y a eu cette idée-là qui pour moi est très liée déjà au droit culturel, c'est-à-dire d'une scène conventionnée, c'est-à-dire un réel service public, donc une convention entre le ministère de la Culture, la DRAC, le conseil départemental forcément, et le conseil régional, qui ensemble, en tout cas le ministère avait commandé une étude il y a quelques années pour justement imaginer une scène conventionnée, en tout cas un label d'État sur ce département. Et je trouve très beau cette réflexion et cette étude-là qui a donné en conclusion le fait de dire que sur ce territoire-là, une scène centralisée dans un territoire ne fonctionnerait pas. Pour de multiples raisons, et notamment dans un département de montagne, notamment l'accès routier et l'accès justement des services de déplacement. Et ça permet aussi la question écologique déjà il y a 20 ans. Donc, ce qui a été imaginé, c'est justement d'être dans la complète itinérance. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les publics qui viennent converger vers une scène au centre du département, mais justement, c'est la scène et les compagnies et les artistes qui deviennent itinérants sur notre territoire. Et donc, tout en imaginant que, évidemment,
vous savez, on parle beaucoup, vous avez parlé beaucoup pendant 2 jours de l'aspect ascendant ou descendant, tout en gardant cet aspect non pas descendant des scènes croisées sur le territoire, mais plutôt de justement coopérer sur les territoires avec les services de ville, les associations, les communes, les EPCI maintenant, et d'imaginer dans chaque territoire, nous on imagine un territoire comme une EPCI, donc dans les 10 EPCI de la Lozère, en tout cas un projet de territoire culturel qui justement a une spécificité dans un territoire de l'EPCI par exemple, mais qui a une globalité via les scènes croisées sur un département. Donc l'idée de la coopération, je ne vais pas rentrer dans le détail même de la coopération, mais on est vraiment dans une forme de coopération, même dans le montage financier en fait des choses. Donc voilà, on fait toujours très attention à l'aspect descendant, parce qu'on en parle beaucoup de l'État qui descend dans le territoire, mais on peut parler même, nous, on parle dans notre propre département, qui, nous aussi, en termes de structure culturelle et en travaillant avec les autres, d'être le moins descendant possible d'une préfecture à un petit village. Donc voilà, pour moi, c'est une opération, en tout cas une vision il y a 20 ans de cette idée-là, de justement aller vers les gens, d'aller vers les populations, et ce qui donne aujourd'hui un territoire, moi j'appelle ça un territoire de jeu extraordinaire, puisque aujourd'hui on ne parle pas de l'artistique par rapport à l'enfermement dans une salle, mais on part de l'artistique en se disant quel est le lieu pertinent et le plus pertinent où on va pouvoir le proposer sur notre territoire départemental. Et là, ça change tout, puisque effectivement, il y a des salles dédiées, des salles non dédiées, mais il y a aussi chez l'habitant, il y a aussi des hangars, il y a aussi des grands espaces, il y a aussi des espaces naturels, il y a des parcs, le parc national des Cévennes, il y a le parc naturel régional de l'Aubrac. Donc, on n'imagine non pas un projet qui peut rentrer dans une salle, mais vraiment, qu'est-ce que l'artiste a à proposer, et ensuite, on va essayer d'imaginer le spectacle dans le lieu le plus pertinent en relation avec le spectacle. Ce qui donne quelque chose pour nous, en tout cas dans les futures années, une réflexion qui est en train de mûrir chez nous, c'est-à-dire on est là en train de s'imaginer l'art comme expérience. Et l'art comme expérience, pour moi, est aussi une réponse à ce qu'on a appelé, je crois hier, ou tout à l'heure, le quotidien en fait. Qu'est-ce qu'est le spectacle vivant dans le quotidien des gens? J'entendais qu'on partait du trottoir. On est bien là en fait. Nous, on part de la mousse des forêts et on imagine en fait les projets comme ça. Et en effet, la barrière qu'on pourrait imaginer du spectacle vivant, de l'art et de la culture dans un territoire rural, donc enclavé, donc isolé, et donc peut-être pas habitué à cet objet-là culturel, eh bien, on se rend compte que dès qu'on le place, quelle que soit l'œuvre artistique, dès qu'on la place dans son contexte, elle est perçue complètement différemment par le public. Et ce n'est pas Pardon, ce n'est pas Je suis désolée. J'ai des questions qui arrivent. Merci beaucoup. Mais cette idée de art comme expérience du territoire est sûrement aussi une idée intéressante pour répondre aussi aux enjeux de transition qu'on a évoqués. J'ai quelques questions et il nous reste 10 minutes et j'essaie de tenir le temps. Raphaël Besson voudrait intervenir, oui, interagir avec ce qui a été dit tout à l'heure par Romain. Oui, effectivement. Non, très désolé, rapidement, Raphaël. Juste deux mots. Donc, Romain, il faudra vraiment qu'on rediscute ensemble. D'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir. Juste, Romain, en fait, je souhaite juste revenir sur la question de l'humilité et la nécessité peut-être d'entrer en guerre, quelque part, et de désigner clairement un ennemi, peut-être la culture de masse. Alors, à mon avis, en tout cas pour moi, coopérer, c'est accepter la complexité, c'est donc nécessairement la fin des métaraties, c'est la fin de la figure de l'intellectuel total, et pour être provocateur, c'est donc la fin de Jean-Paul Sartre.
Et pour penser la coopération, on est nécessairement dans une posture d'humilité, avec cette hypothèse que les micro-expérimentations, les micro-tactiques, les micro-inventions qui seront issues de ces processus coopératifs auront par effet d'accumulation cette capacité à transformer les régimes dominants, notamment les régimes de production et de diffusion culturelle, sans nécessairement les transformer totalement à travers une forme de révolution. Et pour moi, coopérer, c'est aussi accepter de donner à voir les tensions. On n'évite pas le conflit. C'est-à-dire les tensions entre, on a largement parlé, entre culture de masse, culture populaire, culture savante, culture populaire, entre l'art et la société. Et donc, coopérer, c'est l'acceptation d'une posture radicale. Mais on n'est pas dans la figure du radicalisé, qui, lui, cède à la violence. En fait, avec cette posture radicale, on apprend à habiter le conflit, et du coup, on évite de sombrer dans la violence et donc dans la guerre. Donc, c'était une manière de répondre sur ces questions d'humilité, c'est-à-dire on est volontairement humble. Il y a cette nécessité, quand on rentre dans la complexité, quelque part, d'accepter cette posture d'humilité, de sortir d'une forme de méta-récit, mais on n'évite pas les tensions, on n'évite pas les conflits. Au contraire, il y a un enjeu à habiter ces conflits, et là, il y a un enjeu, du coup, à, d'une certaine manière, éviter la guerre. Merci Raphaël. Donc, je ne sais pas si la posture d'humilité, c'est aussi la posture basse, qu'on appelle la posture basse, qui est la posture plus du coach que de l'expert, du facilitateur plus que de l'expert. En tout cas, il est évident que plusieurs fois dans le débat, on a posé cette question finalement de finalement coopérer, c'est aussi accepter de traiter la question des conflits et la question, alors quand on veut être poli, on dit des transitions. Mais si on veut être un peu plus radical, on peut aussi dire effectivement des désaccords et des conflits. J'avais une question qui est posée dans le chat sur la résilience. Quelle définition de la résilience? Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre. Pascal, peut-être? Oui, alors quelle définition de la résilience, de l'adaptation au changement, de l'anticipation du futur et l'amortissement d'un choc? Donc, toutes ces notions, parfois valises. Ah oui, moi je ne veux pas faire comment dire, de grosses définitions philosophiques là-dessus. Je pense qu'il y a il y a des situations où on voit bien qu'on passe d'une situation de souffrance, voire de souffrance collective, à une situation justement de renaissance. Hein. Donc ça, je pense que on peut citer bien sûr les travaux de Boris Cyrulnik, et je pense qu'ils peuvent aussi tout à fait s'adapter à des situations collectives de territoire. Donc j'ai mis dans le chat un article de Nectar, mais je voulais aussi signaler l'autre revue des éditions de la Tribu qui s'appelle Dardar et qui est une revue sur les transitions justement, qui évoque plein d'expériences aussi très, très concrètes de changements et de transitions diverses d'ailleurs. Voilà, et avec toute trois numéros déjà, et sur ces 3 numéros, 3 épisodes sur la commune de Los en Goële, avec différents interviews, dont des interviews du maire, bien sûr, Jean-François Caron, mais d'autres interviews pour expliquer comment, sur le temps long, justement, un territoire en très grande difficulté sort de ces difficultés, comment il le fait et comment il mobilise aussi les habitants sur une démocratie qui du coup, il définit comme étant plus que participative, mais comme une démocratie impliquante. Alors, on retrouve là toute la question des droits culturels, c'est-à-dire pas seulement faire pour, mais surtout faire avec. Et comme les mots de participation est lui aussi très valise, je dirais qu'il faut peut-être pas trop se payer de mots et plutôt regarder les expériences et voir celles qui ont permis ces processus, hein, de redonner confiance, de réconciliation. Et voilà, je pense que ça, c'est plutôt ça qu'il faut qu'on regarde. Merci. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. On va aller sur le mot de la fin sur cette table ronde. Alors, je ne sais pas si je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que vous voulez, cher rapporteur d'étonnement, donner un dernier mot vraiment rapide, dans une rapidité étincelante, pour conclure cette table ronde?
Juste Oui. pour dire que pour la Haute-Loire, en fait, le Lucas, en fait, on n'est qu'au début d'une histoire, c'est-à-dire que ce colloque ne clôture pas ce que va apporter le Lucas au territoire. Aujourd'hui, on a expérimenté, comme l'a dit Madeleine Dubois, avec 2 communautés de communes, ce travail. Et demain, l'objectif, c'est vraiment de se nourrir de ces apports-là pour le porter à l'ensemble du territoire et porter à la fois les logiques de méthodologie qui ont été expérimentées, mais aussi les approches qui ont été abordées et quelque part, j'ai envie de dire, presque les valeurs qui ont circulé dans les échanges, parce que ce qui ressort quand même des échanges qu'on a eus, en tout cas en Haute-Loire, c'est la question du respect de l'autre, qui me paraît être aussi un élément important de la coopération, c'est-à-dire pour coopérer, il faut pouvoir se respecter, s'accepter. Et aujourd'hui, voilà, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la connaissance de l'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment pour nous aujourd'hui un point d'appui évolutif, ce qu'on a pu vivre dans le Lucas et qui va se poursuivre dans les prochains mois et je pense même dans les prochaines années dans notre relation avec les EPCI et dans ce qu'on pourra apporter aux habitants du département. Merci beaucoup de donner ce mot de la fin sur votre territoire. Je vais donc vous remercier d'avoir porté ce rôle d'écoute active pendant 2 jours et d'avoir réussi à en faire une synthèse vraiment intéressante avec des points de vue très différents. Donc, merci à vous toutes et tous. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à Cédric Hardy.